de la maladie. Ces symptômes qui sont très, très importants par rapport à la charge, par rapport au patient, mais aussi par rapport aux soignants. Donc, ça sera bien de comprendre les symptômes du patient afin de faire une meilleure prise en charge. Donc, si on parle on va pas revenir sur les symptômes de la maladie, mais vu la richesse du tableau neurologique de la sclérose en plaques, euh, ils ont un petit peu divisé les symptômes en deux parties. Donc, les symptômes que tous les gens les voient, comme les troubles moteurs, les troubles de la marche, les troubles du langage, le tremblement, le déséquilibre, tout ce qu'on voit avec l'œil nu. Mais aussi, il y a d'autres symptômes qui sont très importants, mais que les autres ne les voient pas. Ni les soignants, ni les dents, ni les proches du patient les voient. Mais c'est des symptômes qui sont très importants. Donc, comme la dépression, la douleur, la fatigue, les troubles cognitifs, les troubles sensitifs, les troubles du sommeil et les troubles urinaires. Pourquoi on met le point vraiment sur ces symptômes? Parce que c'est des symptômes qu'on les retrouve malgré le patient est stable, malgré la maladie est stable, malgré en dehors de la poussée. Et c'est des symptômes qui vraiment retentissent d'un degré très important la vie quotidienne. Vraiment, on trouve un retentissement sur la vie personnelle, professionnelle et même économique du patient. Des symptômes qui sont subjectifs, qui sont rapportés par nous, qu'on ne peut pas les voir. Des fois, on peut les évaluer, certainement, mais après du patient. Donc, il faut toujours les rechercher et demander le patient, il présente un ou deux ou plusieurs signes que tous les gens ne les voient pas. Pourquoi on parle des symptômes ou des signes non moteurs ou invisibles de la maladie? Parce qu'ils sont très fréquents en matière de fréquence. On parle, si on parle de en plaques, déjà, on parle de 8 sur 10 patients qui apportent les troubles urinaires. 50 à 90%, ils sont concernés par la fatigue. 30% de la population est touchée de la dépression. Plus de 50% sont touchés par la douleur chronique, la douleur neuropathique ou articulaire ou autre. 1 à 2 femmes et 3 à 4 hommes sont touchés par les troubles sexuels. Et 40 à 70% sont concernés par les troubles cognitifs au cours de la maladie. J'ai l'habitude de recevoir des patients. Par exemple, j'ai une patiente, c'est une jeune étudiante qui se plaignait toujours de une asthénie importante. Elle avait toujours des conflits avec sa mère parce que c'est un symptôme que les autres ne le voyaient pas. Elle se plaignait toujours. Jusqu'au jour où elle est venue à la consultation, elle était en état vraiment catastrophique. Elle demandait de parler, d'intervenir avec cette par rapport à ce symptôme. Sincèrement, la maman, elle a pensé qu'elle est en train de prendre la maladie comme un handicap prétexte pour qu'elle ne fasse pas ses obligations ou ses tâches quotidiennes. Après d'avoir sensibilisé la maman, les proches, donc ils ont compris que la fatigue, ça fait vraiment un symptôme de la maladie. Et après avoir reçu la patiente dans les consultations prochaines, donc la situation s'est améliorée. Ils ont bien compris que donc elle a essayé de gérer ça, mais elle a eu moins de stress, vraiment compris ce symptôme. Les signes invisibles de la maladie, ils sont très importants parce que c'est des signes souvent qui sont mal exprimés. Même quand le patient il se présente, il va dire voilà j'ai une douleur, mais des fois il n'arrive même pas à décrire il n'arrive pas à décrire, à exprimer ses ressentis, ses émotions. Donc
c'est vraiment des signes à rechercher point sur ces signes-là. Donc, voilà. Pour prendre en charge le patient SEB, il faut vraiment connaître quelles sont les caractéristiques, surtout sur le plan psychologique, bien sûr, par rapport à mon domaine, mon volet. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut trouver, donc quels sont les aspects ou les caractéristiques psychologiques trouvées chez ces patients. Généralement, on a un profil spécifique. Il est spécifique pour les SEB. Donc, qui se constitue par une dépression, on trouve, elle est fréquente à 30% chez ces patients. Donc, la dépression dans la sclérose en plaques est associée aux plusieurs autres symptômes, comme l'irritabilité, l'inquiétude, l'agitation. Et la sévérité, dans la plupart des cas, est légère à modérée au début de la maladie. Elle est plus souvent fréquente dans les formes secondairement progressives que dans les formes primaires ou dans les formes RR, dans les formes rémitantes récurrentes. Donc, dans les formes plus graves, avancées, on trouve la dépression plus fréquente que dans les autres formes. Pour qu'on présente de cette manière, il y a plusieurs théories. Donc, on parle pathophysiologique, donc soit lié à la charge lésionnelle qui est présente chez le patient, à l'atrophie, la présence des lésions temporaux, frontaux et pariétaux, au niveau des faisceaux arqués à gauche, ou bien l'existence au débit sanguin dans les régions du cortex limbique, ou bien à l'élargissement des ventricules cérébraux. Et ça reste des théories. Deuxième élément ou deuxième facteur qui montre la présence dans la sclérose en plaques, c'est la sévérité de type de handicap. On avait dit, elle est plus présente chez les patients qui présentent des formes progressives que les autres formes, donc soit la forme primaire progressive ou la forme RR, la forme rémitante récurrente. Donc la sévérité de l'handicap fonctionnel. Si les patients, ils se déplacent pas, il a arrêté son travail, son quotidien n'est plus le même, donc forcément, il est prédisposé de faire la dépression plus que le patient qui déambule toujours. Donc, le changement personnel et socio-professionnel, donc il y a des patients qui ne travaillent plus. Malheureusement, on avait vu des patients qui ont divorcé après l'annonce de diagnostic. Les changements socio-professionnels peuvent provoquer une dépression ou peuvent aggraver la dépression. Il y a certains médicaments de fond, donc elle avait déjà parlé, professeur Hicham, comme les interférents, qui restent quand même, ils sont pas très, c'est pas la première cause ou c'est pas la cause directe d'avoir une dépression dans chez les patients CEP. Donc ça, c'est la première caractéristique chez les patients CEP. Ce qu'on peut trouver aussi chez les CEP, c'est l'anxiété. L'anxiété, elle est très fréquente chez les femmes CEP que chez les hommes, provoquée ou intensifiée par différentes situations comme l'annonce de diagnostic, parce que des fois le patient, déjà quand il vient, il a déjà des idées sur la CEP, il chauffe sur Internet, donc ils font directement, ils se projettent dans l'handicap, donc c'est un peu stressant. Le deuxième élément stressant, c'est la survenue d'une poussée. Donc, d'un coup, le patient, il n'arrive plus à voir, ou là, il voit, ou bien il ne peut pas marcher. Donc, tout ça, c'est stressant. Visibilité de la maladie, on ne sait pas ce qui nous attend, parce que on ne peut pas avoir, ils peuvent pas, les patients, avoir tous la même tableau clinique, ou encore la crainte de la survenue de l'handicap. Donc, quand je reçois mes patients, la première question, c'est vrai que je vais finir dans une chaise roulante, c'est vrai que je peux plus me déplacer prochainement, c'est vrai que je vais plus faire mes activités comme je le fais maintenant. C'est les questions généralement qui se posent et qui vraiment provoquent une anxiété importante. Donc, les symptômes de l'anxiété sont divers. Donc, avec des anticipations anxieuses, donc la projection dans le futur, comme je viens d'expliquer,
ou bien sur le plan physique, il y a des palpitations, sensations de poids sur la poitrine, pardon, des difficultés à respirer, voire par un moment une sensation d'être au bord de l'évanouissement. Donc, il a le sentiment qu'il va perdre complètement contact. Donc ça, c'est le deuxième élément ou c'est la deuxième caractéristique du profil psychologique qu'on le trouve chez le patient SEP. La troisième caractéristique, c'est l'hyperexpressivité émotionnelle. Donc ce trouble correspond de contrôle émotionnel avec deux traits importants. Donc une émotionnelle, c'est-à-dire le fait de passer rapidement d'une émotion à l'autre. Donc il est stable, il sourit, il parle, il est zen. D'un coup, on le retrouve, c'est un changement bien sûr de l'émotion, on le retrouve en pleurant, il pense à son avenir, ce trouble émotionnel. Un caractère, c'est l'incontinence affective. Donc, il y a une dément importante des émotions. Il va dire, vous, je n'arrive pas à vivre sans vous. Il y a une hyper, hyper incontinence affective. Là, ainsi être à l'instant, je viens d'expliquer, elle change son comportement parce que l'émotion. Donc, pour une raison qu'on le sait, qu'on se met dans une colère noire et s'en prendre à son entourage ou plus violente que la situation. Donc, il y a des plaintes des proches, il fait la consultation, il nous raconte, voilà, il était bien, il était avec nous et d'un coup, il commence à hurler, à crier et à dramatiser une situation qui n'est vraiment pas qu'elle ne mérite pas aussi d'émotions qu'il présente. Donc, c'est l'hyper-expressivité émotionnelle. Caractéristiques psychologiques qu'on les retrouve, ils sont vraiment retrouvés chez les patients CEP malgré au début de la maladie. Donc, la dépression, l'anxiété et l'hyper-expressivité émotionnelle, il faut toujours les chercher. Si on parle un petit peu de profil cognitif chez les patients, parce que on avait vu qu'il est fréquent de 50 à quand même 90% des patients CEP, ils présentent des troubles de cognitifs. Donc, ils sont très spécifiques. Ils sont spécifiques de la maladie de la sclérose en plaques. Et tous les patients atteints d'une maladie neurologique. Ils sont pas standards, c'est spécifique. Si on va faire un bilan cognitif chez la personne CEP, on doit chercher la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse de traitement de l'information. La capacité se définit ou se correspond au temps écoulé entre quelle que soit une modalité verbale ou auditive, mouvement ou à la réponse. Donc, c'est le temps entre la simulation à cette simulation. Dans la sclérose en plaques, on trouve ce qu'on appelle de la vitesse de traitement de l'information. Ce déficit est un déficit cognitif majeur chez les personnes vivant et il est très, très fréquent. Il se présente avec une manière très fréquente. Le patient se plaint des oublis. Il vient à la consultation, il va dire voilà, j'oublie et je retrouve mes mots, je retrouve ma réaction bien après, donc après un temps. Et quand on fait des tests, on fait des évaluations, on trouve la mémoire qui est préservée généralement, surtout au début de la maladie. Par contre, la vitesse de traitement de l'information, elle est défaillante. Donc, on trouve un ralentissement de traitement de l'information. Le patient, il est décrit, il va nous dire, il peut nous dire, voilà, lent, ou l'idée qu'il mais la réponse. Donc ça, c'est typique des troubles cognitifs des patients atteints de la sclérose en plaques. Donc, quelle est la cause pathologique? C'est l'atteinte démyélisante ou axonale des neurones. C'est pour ça qu'il y a le ralentissement de traitement de
Ça, c'est le premier déficit cognitif qu'on le retrouve. Le deuxième déficit, c'est l'atteinte des fonctions exécutives. Quelles sont déjà les fonctions exécutives? Ce sont des fonctions correspondant à des cognitifs nécessaires au contrôle complexe du comportement de la personne, de son adaptation au changement et de la demande de l'environnement. Ça veut dire comment on planifie l'action, comment on organise le travail séquentiel, comment on fait. En fait, les fonctions exécutives, c'est le maestro du cerveau, c'est le maestro de la pensée. Il y a une défaillance dans les fonctions exécutives. C'est clair qu'on aura par la suite des troubles de la mémoire, de la perception, de la concentration. Tout commence par les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives concernent aussi le qui est la porte de la cognition. Donc, on trouve là le processus d'inhibition, de la flexibilité mentale, de la déduction et de l'identification qui sont défaillants, par exemple. Par contre, les fonctions exécutives, ils sont moins altérées le traitement de l'information. Donc, au premier plan, on trouve toujours le ralentissement de traitement. Donc, malgré les troubles cognitifs plutôt légers à modérés au début de la maladie, en dehors des cas avancés à démence, les troubles cognitifs ils sont très rapportés, ils sont fréquemment rapportés vraiment la vie personnelle, professionnelle et sociale. J'ai une pharmacienne de l'éducation, cliniquement, elle est très très bien, donc elle marche, elle n'a aucun souci moteur. Mais sur le plan cognitif, elle a des troubles cognitifs qui sont très importants. Donc, elle a pensé à arrêter son travail, à fermer sa pharmacie, elle n'arrive plus à gérer ses enfants, elle n'arrive plus à cuisiner, tout ça parce qu'elle présente des troubles cognitifs. Donc, malgré les troubles moteurs, sur le plan moteur, donc le DSS qu'on a comme il est bien scoré, donc elle a pratiquement pas de troubles. Sur le plan cognitif, elle présente des troubles qui l'empêche à continuer sa vie quotidienne, socio-professionnelle, d'une façon normale. Donc, ils sont très handicapants, les troubles cognitifs. Par rapport à la prise en charge des patients CEP, donc pour prendre en charge un patient CEP, vu sa cité, la richesse du tableau clinique, donc on a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. On a besoin du neurologue pour les troubles urinaires, d'ophtalmologue pour les troubles des médecins généralistes, des psychologues, des psychiatres pour le profil psychiatrique, de ces papiers bien sûr, de l'éducateur pour la kiné. Il y a un personnel qui fait un travail vraiment, un travail colossal. C'est nos amis, les infirmiers, les paramédicaux. Pourquoi je parle de leur rôle? Parce que toutes les spécialités que j'ai avant, c'est des spécialités qui font des consultations. Donc, on reçoit le patient, on fait la consultation. Par la suite, c'est la continuité soit du patient ou de ses proches ou de l'infirmier. Les infirmiers qui passent plus de temps avec ces patients, qui font plus de travail avec ces patients. Donc, tout le monde sait que les patients CEP nécessitent des hospitalisations, un traitement qui est hospitalier, des bilans. Donc, tout ça, c'est le rôle de nos amis infirmiers. J'essaie aujourd'hui de parler de l'accompagnement de l'infirmier santé mentale. Donc, c'est clair sur le plan physiologique, ils sont. Mais autant que psychologue, j'essaie aujourd'hui de définir pour vous en charge optimale tout en gardant l'énergie de l'infirmier et donner quand même une prise en charge meilleure. Si on parle de l'accompagnement d'infirmiers, la notion déjà de cheminement, donc de faire une route ensemble. Le soignant devrait être en mesure d'accompagner le patient CEP tout au long de la prise en charge en soins ou la prise en soins en lui apportant un soutien physique, certainement il fait les soins,
physique, le traitement et autres, mais aussi le soin psychologique, le soutien psychologique. Donc, l'accompagnement n'implique pas seulement le fait que l'infirmier soit présent, mais il nécessite aussi les éléments importants pour réussir ses soins, pour accomplir. Parce que tout le monde, les gens qui travaillent avec les sectes, vu que le patient, il peut avoir des troubles cognitifs. Donc, c'est clair qu'à un moment ou un autre, on peut avoir une résistance aux soins, aux médicaments. Et le patient, il en charge. Tout ça, ça a vraiment de nos amis soignants. Donc, c'est pour ça, les soins, il faut prendre en charge le côté patient. Pardon. Alors, quels sont les éléments clés de l'accompagnement des infirmiers? En fait, c'est ça le but de la présentation, c'est de vous présenter quelques éléments qui ils font partie de vos quotidiens, ça, j'en doute pas. Ils vous aident aussi à comprendre le patient, c'est de prendre soin le patient dans le côté mental. Donc, si on parle des éléments clés, le premier élément, c'est la notion d'intimité et le fait qu'on voit le patient faire sa toilette. On ne parle pas de voir le patient changer ses vêtements. L'intimité, c'est la vie privée, c'est le secret, c'est de voir la personne. Ça reste que ce patient, il a une vie, il a une famille, il a un secret, il a un statut peut-être important sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. Donc tout ça, c'est l'intimité. On doit vraiment respecter cette intimité pour pouvoir poser le deuxième élément clé, c'est la confiance. C'est l'infirmier dans son accompagnement, respecte cette intimité, une relation de confiance va s'installer entre le soignant et le soigné. Donc, le soignant devrait cette relation de confiance afin que le patient, que si le patient refuse, c'est un transfert, hein, tout le monde le transfert avec le soignant, il peut jamais, il ne sera pas efficace. Ça, on ne sait pas par quel mécanisme. Le patient pourrait exprimer ce qu'il ressent à propos des orientations, de l'aide, parce que j'avais déjà dit, mais les infirmiers, c'est le personnel avec ses patients. Donc, il fait peut-être, je vous donne un exemple pour les patients qui font le thésabri, donc ils sont hospitalisés, ils font l'injection, la perfusion, pardon, donc ça prend du temps, ils sont stressés. Donc, l'infirmier, il est toujours présent pour les rassurer, pour les orienter. Et cette relation de confiance établie avec le patient permet aux soignants son chemin de vie en lui donnant des conseils, des informations relatives à une meilleure prise en charge. Le soignant pourrait également aider le patient à renforcer son estime de soi suite à l'annonce de diagnostic et tout au long de sa vie, c'est-à-dire même la prise en charge par la suite. On a l'habitude de voir des patients qui se présentent, surtout les jeunes qui sont récemment diagnostiqués, ils vont voir les autres parce que c'est un service, on regroupe, généralement on ne fait pas le tri. Il y a des patients qui se présentent avec quelques signes, il y a des patients sur la chaise roulante, donc il y a une angoisse, une anxiété qui s'installe. L'infirmier, là, il peut vraiment renforcer l'estime de soi de ses patients. Donc il va dire, voilà, chaque sepsis est une sepse, c'est jamais la même chose, l'évolution elle est différente, donc il va aussi orienter et ça, tout ça, ça va rendre la prise en charge, mais un autre élément clé, c'est l'écoute. Permet à l'infirmier de trouver une attitude correcte et qui a besoin de parler. Certainement, on ne parle pas aussi
pas responsabiliser aussi l'infirmier parce qu'il y a d'autres facteurs importants qui influencent peut-être cette prise en charge mentale parce que il y a des circonstances de la vie. C'est une personne qui a ses problèmes. Peut-être il est lui-même, il a des pathologies. C'est important, mais on ne peut pas aussi nos soignants de faire d'une manière systématisée qui influence peut-être l'aptitude de l'écoute, c'est les aspects que je vous ai expliqué, c'est un transfert. On ne peut pas de la même façon. Il y a des patients qui passent le transfert. Donc, on peut les écouter attentivement, le meilleur écoute. Il y a d'autres qui c'est un retrait. Peut-être il y a des patients qui font les capacités de nos soignants. Donc, tout ça, ça influence l'écoute. Le troisième, actuel des personnes soignantes. Et des fois, on trouve un infirmier et plein de patients, il ne peut pas présenter la prédisposition pour tous les patients de faire l'écoute, une bonne écoute pour chaque patient. Donc, tout ça, on le prend en considération. L'autre élément clé, c'est l'empathie. Je suis dans un domaine d'humanité. On ne peut pas faire des soins. Donc, la faculté, c'est quoi une empathie? C'est une faculté à se mettre à la place de l'autrui, de percevoir. S'implique à l'empathie. Le fait que le soignant visuellement, physiquement, psychologiquement, est ce qui durer. Donc, systématiquement, si on la peine, la douleur, tout ce qui ressent nos patients, on ne peut pas les aider réellement. L'empathie, c'est vraiment c'est une clé importante dans l'accompagnement de nos patients. Et bien sûr, le respect. Le respect, c'est à soigner, le respect est primordial. La notion du respect implique le fait qu'il soit capable de considérer le patient comme si c'était lui ou elle. Son état, ses comportements et d'en prendre le fasse pour lui. Donc, il y a des fois des patients qui sont dans le déni, ils refusent le traitement, ils font un petit peu des troubles du comportement, et ils ont de l'anxiété, donc ils sont un peu impulsifs. Tout ça, le soignant doit le comprendre pour le gérer. Donc, si on respecte le patient dans son cadre, on peut vraiment aider et faire une relation de soins optimale. Le respect se porte sur le choix, donc les besoins, la volonté, la décision et l'état psychologique. L'être humain devrait être respecté, traité avec soin et attention par l'infirmier tout en préservant sa dignité. Merci pour votre attention. On passe à c'est moi. Pour cette belle présentation. J'espère que c'était bénéfique. Hein, On a une communication avec professeur Nuiwa. Et si elle a pu... Oui, professeur Nuiwa, sur l'éducation. Essaye de voir là, ici avec présence déjà. Madame Safti, on n'a pas pu... C'est pas. C'est pas si elle est connectée. Oui, professeur, je m'excuse, hein, c'était le temps d'activer mon micro. Oui.
Je ne sais pas, de professeur Nuwa devait faire une communication, Oui, je ne sais pas. Annie Nesmafik, oui, apparemment, je ne sais pas. Donc, je vais essayer de la chercher. Oui, elle voulait se connecter, je ne sais pas si elle a pu. De toute façon, pour le moment, elle n'est pas connectée. Je ne sais pas si vous pouvez la contacter par téléphone. Oui, je vais l'appeler, je vais l'appeler. Je ne sais pas, je vais lui envoyer le mot de passe. De toute façon, professeur, ما عندناش salle d'attente ولا c'est ouvert. ولا ما قدرش connecter, ça fait عندها un problème de connexion ولا sûrement. De toute Oui. façon, on peut patienter 5 minutes, il n'y a pas de problème. Ah, tu es en train de connecter, elle est en train de se connecter. Très bien, très bien. Aïe. Aïe. Donc, on va répondre aux questions en attendant que professeur Nuiwa se connecte. mademoiselle ابتهال. Les commentaires, les questions. ابتهال. Oui, madame. Je vous donne la main, d'accord. باش كي يكونيكتي دقيقة كي تكونيكتي بروفيسور نويوا أعطيها automatiquement la main, pardon, le micro, d'accord. لا ما عندنا لا Non, voilà. D'accord. Comme ça, vous êtes le hôte, c'est bon. D'accord. Donc, on va voir les questions. Bonjour, cette maladie est fréquente chez la femme plus ou le contraire? Non, c'est une maladie qui est fréquente surtout chez la femme. On a 2 à 3 femmes pour un homme. Donc, dans quelle étape la malade qui atteint de la sclérose en plaques? Donc, il y a 2 cas. Au début, on hospitalise le patient en cas de première poussée pour faire le diagnostic, bien sûr pour les explorations, la ponction lombaire et tout un bilan. On fait un bilan d'auto-immunité. Donc, pour le bolus de corticoïdes et dans un deuxième temps, si le malade doit être hospitalisé à chaque poussée de sclérose en plaques pour le bolus de corticoïdes. Donc, dans les 2 cas, on hospitalise le patient. Oui. ملاحظة إن أخصائي التغذية ينهون المرضى عن تناول الدواء يخوفونهم يوصوهم بالأكل الصحي بدون كأي مرض لا يؤخذ الدواء للأسف. Non. شوف ici, c'est une erreur. Parce que la sclérose en plaques, c'est complexe. Il y a une avec le temps, il y a l'handicap qui va s'installer. Dans plusieurs études, que donner un traitement en premier, retarder le handicap et de traiter le patient. En plaques, déjà, je fais cette consultation spécialisée depuis 2002, ça fait 22 ans. Et on a eu des malades avant les années 96, 97, 98. Rapidement un handicap. Depuis quand même, il y a des malades qui sont j'ai des malades qui sont depuis plus de 20 ans qui sont sous traitement, ils sont toujours, il y a d'autres malades bien sûr qui s'aggravent. Les traitements, ils n'agissent pas de la même manière. Donc, il n'y a pas que parce que le médecin, plus souvent, sur consultation, il n'a pas le temps de voir bien le malade. C'est quand le malade, oui, c'est quand il est de lui. Donc, c'est lui qui est au courant de tous les problèmes du patient.
Donc, on doit penser à vous parce que on travaille ensemble, en fait. Bien sûr. Donc, pour la prise en charge psychologique, est-ce qu'il y a la sectorisation? Non. Non, normalement, il n'y a pas de sectorisation Non. pour ça. Mais certainement que ça sera bien que mes collègues qui travaillent dans les services de neurologie font comme ça des formations Oui. ou des séances de travail pour les gens de l'EPSP, des polycliniques, parce que généralement, les services de neurologie, on peut pas prendre en charge beaucoup de patients, parce qu'on Oui. a déjà les patients hospitalisés, les patients déjà de la consultation spécialisée. Certainement, on ne doit pas refuser le patient, mais ça sera bien de prendre en charge le patient à proximité, dans les polycliniques et tout. Et on est là pour faire. Moi, je suis prenante. Et aussi pour la sectorisation, parce que non, la prise en charge psychologique, ça nécessite plusieurs consultations. ça. Parfois, c'est des consultations qui sont très proches. C'est pas des consultations de 3 mois, 6 mois. Donc, c'est vrai, là où c'est proche de chez vous, c'est mieux. C'est tant mieux. Oui. Et aussi, il y a des patients qui viennent de loin, donc ils peuvent Ouais. pas se déplacer chaque semaine, chaque Oui. 15 jours pour. C'est ça C'est ça, contrainte, hein, Voilà. Donc, on descend. Merci. C'est une réalité en Algérie. Pourquoi c'est une réalité en Algérie? Manger bio pour gagner de l'argent. Hélas. Oui, ça se voit dans le monde en entier, ils mangent pas bio, hein. Non. Donc, il y a maintenant les gens, ils mangent dehors, ils mangent chez les gargotiers et tout. C'est pas une alimentation saine. Il faut faire il faut faire de mieux en mieux, c'est-à-dire il faut changer. Chacun, il change son régime alimentaire. Il mange bien, il mange sain, il mange quelque chose qu'on fait à la maison. Oui. C'est tout. Oui, le reste, c'est bon, c'est tout ce qu'il y a comme question. Vraiment, j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres questions, on est là. Donc, il faut savoir que la sclérose en plaques en Algérie, on n'a pas de registre, on ne sait pas combien de malades qu'on a ou quelles sont nos formes qu'on a. C'est vrai qu'on a fait qu'il y a certaines études et on a trouvé que nos formes, elles sont un peu plus sévères. C'est pour ça que j'ai insisté pour le traitement. On a des formes qui s'aggravent rapidement et c'est des formes qui arrivent rapidement à un handicap. Mais probablement, on va avoir un registre national là, dans quelques jours. Hein, et on aura vraiment la réalité de l'état de nos malades qui ont une sclérose en plaques. Inch'Allah. Je ne sais pas si professeur Muiwa a pu se connecter. L'appeler. Professeur Hicham, s'il vous plaît, activez le micro TAC. C'est Oui, désactivé. Ah, c'est bon, là, c'est bon. c'est bon. J'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres questions, je réponds. Parce que la professeure Muiwa, apparemment, elle n'a pas pu se connecter. Tu l'as pas trouvé, Madame Safti? Je suis en train de l'appeler. Probablement, elle n'a pas une bonne connexion. Oui. Donc, s'il y a d'autres questions, non, je n'ai pas pu la voir.
Donc, Madame Safti, Oui, je suis avec vous, professeur Hicham. est-ce qu'il y a d'autres questions parmi ceux qui sont présents? Donc, D'accord. le problème de la sclérose en plaques se pose vraiment là, au centre, dans les grandes villes. Il y a quand même les CHU et les alizés dans la sclérose en plaques. Mais dans les petites villes ou à l'intérieur du pays, c'est vrai que ça pose un problème dans la prise en charge de la CEP. Il n'y a pas de spécialistes. S'il y a des services de médecine interne, c'est vrai que la prise en charge quand même des patients, elle n'est pas bien faite. La plupart du temps, les patients, ils font des kilomètres, ils viennent au nord pour un simple bolus. Alors que le bolus de corticoïdes, ça peut se faire dans un EHS ou dans un EPH. Ça demande pas beaucoup de Professeur moyens. Hicham, Oui, pardon, veuillez vérifier les messages, qu'il y ait de nouveaux messages. Il y a ah de bon. nouvelles questions. Il y a une personne qui a posé une question sur l'EMG. S'il vous plaît, Attends, on va voir la personne. Oui, sur. vérifiez les questions. Non. Ah non, Le j'ai MG. le MG. Ah, attendez, je vais. Fort, je vais. Je vois. Recording Ouais, in non. progress. Donc, il y a pas de cause-effet. Donc, je vous ai dit qu'il y a une seule étude qui a parlé qui a incriminé ce vaccin de l'hépatite B dans la sclérose en plaques. L'EMG. L'EMG a une indication dans la CEP. Non, j'ai dit que la sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central. Ça touche pas le système nerveux périphérique. Et l'EMG, c'est un examen à l'électromyogramme. On le fait pour rechercher les atteintes des nerfs périphériques ou du muscle ou de la jonction neuromusculaire. Donc, il n'est pas indiqué dans la sclérose en plaques. Les seuls examens qu'on fait dans la sclérose en plaques, c'est l'IRM cérébral, la ponction lombaire et les potentiels évoqués cérébraux. Donc, l'EMG n'a pas d'indication. Par expérience, je connais des malades CEP qui ont abandonné même de suivre les consultations pour prétexte, les charlatans, les nutritionnels leur déconseillent de prendre convenablement leur traitement et manger bio. Donc là, je sais, on est en Algérie, on sait que parce que les charlatans, le hijama et tout, ils font de n'importe quoi par méconnaissance. Donc, c'est pas des spécialistes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur fasse? Donc, c'est vraiment, c'est des charlatans parce qu'ils ont pas de connaissances. عندهم حتى علم. واحد اللي عنده علم نتبعوه، واحد اللي ما عندوش علم normalement ما نتبعوش parce que c'est des intuitions. Donc, c'est des malades هذوك هما اللي غالطين. On peut rien faire contre ça. Les autres, ils profitent parce que on sait que dans la sclérose en plaques, il n'y a pas de traitement curatif. Donc, de toute façon, il n'y a pas que la sclérose en plaques. Presque toutes les maladies n'ont pas de traitement curatif. L'hypertension, le diabète, la même chose. Donc, les maladies neurologiques, elles sont graves parce que c'est normal, le système nerveux central, c'est lui qui commande tout le corps.
et quand il est atteint, ça entraîne donc des handicaps, c'est ça. Donc, finalement, il ne faut pas croire les charlatans. Pour les nutritionnistes, donc واحد يدير le régime alimentaire تاعو اللي يقدر عليه تما اللي يصيبوا بلي على بالنا كامل واش هي الماكله المليحه والماكله اللي ماشي مليحه. Donc il faut manger ça. Il faut diminuer bien sûr les sucres et le sel dans toutes les maladies. Et dans ma là, il faut manger sain, c'est ça le plus important. Oui, je pense que c'est ça l'intérêt de faire l'éducation thérapeutique. Oui, Pour sensibiliser autant les patients et les proches par rapport à tous ces sujets. Et médical et paramédical, comme la thyroïde, fonctionnement ensemble, c'est ça qui m'arrête. J'ai une indication, donc je n'ai pas compris cette question médicale, paramédicale, comme la thyroïde, parathyroïde, je ne sais pas. Donc... Ah oui, le médical et le paramédical fonctionnent ensemble. Comme la thyroïde. D'accord. Ouais, c'est sûr, ça c'est clair. Ah, c'est une bonne comparaison. C'est clair. Oui, bien sûr, on ne peut rien faire s'il n'y avait pas l'infirmier. Qui va faire la perfusion? Qui va suivre le malade? Qui va faire le prélèvement sanguin? Bien sûr. Mais si on travaille tous ensemble, la santé, que ce soit le médical, paramédical, oui, l'infirmier, le psychologue, l'orthophoniste, le kinésithérapeute, tous on travaille ensemble. Chacun il fait son rôle dans la prise en charge du patient. Mais ça reste le paramédical, ils font un rôle colossal. Oui, bien plus sûr. De temps avec les patients. Oui, bien sûr. Donc, c'est tout le respect pour eux. Oui. C'est bon, on a répondu aux questions. Dans quelle étape? Qu'est-ce qu'il avait dit? Dans quelle étape? L'hospitalisation, tu as répondu. J'ai répondu à ça. C'est tout. C'est tout. Non. Non. Je vais voir Miwa si elle n'est pas rentrée. Je crois qu'elle a une question. Je connais, donc il y a une autre question. Manger mieux pour gagner l'argent. On a répondu. Oui. Tu es connecté, c'est bon. On va donner la main, je ne sais pas. Madame Safti. Madame Safti. Oui, professeur. Oui, Oui, professeur, elle est connectée. Vous lui donnez la main ou qu'est-ce qu'on fait? D'accord. D'accord. Non, non, non. Professeur, je suis avec vous. Voilà. Professeur Nuiwa, s'il vous plaît, activez votre micro. Professeur Nuiwa. Activez votre micro. C'est bon, bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Hicham, bonjour. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Professeur, on vous entend très bien. Tfadli. D'accord. Je partage l'écran? Oui, tfadli. Ça. J'espère parce que ma connexion, j'espère qu'elle tiendra le coup. Est-ce que ça se partage? Non, pas encore, professeur. Ah, voilà, très bien. Essayez de le mettre en plein écran, s'il vous plaît. Mais c'est partagé, hein? Mais c'est partagé. Oui, c'est partagé. Tfadli.
D'accord, attendez, je cherche le plein écran. Monsieur Hacham, activez le micro. Il était C'est activé, c'est bon, c'est activé. Alors, est-ce que c'est partagé le plein écran? Non, Non. non, pas encore. Mais Euh, vous tu la voyez l'écran? partages, tu la partages encore une autre fois. Non, est-ce que l'écran s'affiche au moins? Oui, Oui, ça s'affiche. oui, ça affiche. D'accord. Partage. Alors, je pars. Voilà. Dites-moi s'il il y a le plein écran. Attends, ça prend. Mademoiselle, C'est la connexion. oui, c'est la Oui, connexion. bon, ça vient normalement. Je pense que c'est la dernière conférence. Oui, c'est la dernière. D'accord. Ouais. Là, c'est bon chez moi. Hein. Attends, pas encore. Allô? Oui, pas encore, chez une... Là, il n'y a rien. Attends, ça prend du temps. Oui, c'est Oui, c'est bon. C'est bon, Nuan. D'accord. Ok, alors si je m'arrête, vous me dites, hein, parce que j'ai peur que la connexion me fasse défaut. Alors, bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et je vois qu'ils sont bien nombreux. Merci au professeur Hicham et sa collègue, la neuropsychologue, qui sont très actifs dans le domaine de la sclérose en plaques. Et nous, on va parler de l'éducation thérapeutique, qu'on appelle de façon acronyme l'ETP, pour éducation thérapeutique du patient. Et on va parler du patient atteint de CEP et on va exprimer justement le besoin d'avoir des guides de soins, aussi bien pour les médicaux que pour les soignants paramédicaux. Alors la CEP, je pense que vous avez survolé cet aspect et c'est la deuxième maladie la plus handicapante après le traumatisme chez le sujet jeune. C'est plus de 2 millions, de 2,5 millions de personnes atteintes à travers le monde. Et chez nous, malgré un registre qui n'est pas encore finalisé, nous avons au moins Hmm. Le sang, Nuan. 17 Ok. La connexion. Je peux lui dire là. cas. Professeur Nuan, le sang. Alors, le nouveau concept dans la CEP, Hmm. Professeur Nuan. Hmm.
D'accord. Hmm. بس خلينا نبارطاجيها منا. Hmm. هي à présent. Attendez, Ouais, ça s'est coupé. non, mais moi je vous entends, hein, je suis connectée. Mais il n'y a rien là, là. Vraiment La désolée, hein, présentation parce n'est que pas là, affichée. Oh, on t'a pas entendu, Steph. vous m'avez pas entendu du tout. Ah, oui, au début, oui. Non, au début, si, mais après, Ça se coupe. ça s'est coupé. Maintenant, ça se coupe. Même maintenant, Et là, est-ce que vous m'entendez? là, on t'entend. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, Toi. est-ce que vous voyez le plein écran? Oui, mais attends. Oui, tu Vous défiles voyez tes... le plein écran? Non, pas maintenant. C'est quoi ça? C'est plein écran, mais elle maïf la présentation. Attends, là, on te voit bien. Vous voyez le plein écran? Oui. Est-ce qu'elle défile la communication? Non, Est-ce elle qu'elle défile pas. Ah, si. Maintenant, si. Classe, Alors, je c'est à ne la sais pas à troisième. quel moment je... Oh. D'accord. Alors, vous êtes sur la planche, pourquoi la CEP? Non, la troisième, après. Alors, et là, Il y en a- vous voyez, Oui. alors on me disait que finalement, c'est la maladie typique pour la prise en charge multidisciplinaire, incluant également les paramédicaux, que ce soit des infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes et toute l'équipe. Alors, la problématique dans la sclérose en plaques, quelle soit la forme de la maladie, c'est-à-dire qu'elle touche le sujet jeune, plus âgé, les femmes, les hommes, et parfois même, vous le savez, qu'elle peut toucher rarement, c'est vrai, les enfants et les sujets de plus de 60 ans, à des difficultés dans leur vie de tous les jours, au niveau social, au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau professionnel. Et là, il y a le concept maintenant, partout, quelle que soit la maladie, de la notion de la qualité de vie. Et la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques est appauvrie justement à cause des symptômes qui invalident sur le plan moteur, sur le plan de l'équilibre, sur le plan des douleurs, ces patients. Et cette invalidité, c'est vrai qu'elle peut être visible, mais aussi il y a l'invalidité invisible, telle que la fatigue, la dépression, etc., qui va impacter cette qualité de vie. Donc, face à ce constat, il apparaît essentiel d'offrir à ces patients et à leur entourage un problème qui les aide à mieux vivre avec la maladie au quotidien. Et de quel problème s'agit-il? C'est celle-là, l'éducation thérapeutique du patient. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation thérapeutique? Ça veut dire que le patient prend en charge lui-même, évidemment pas tout seul, sa maladie. Alors, vous savez que maintenant, donc cette approche, on doit regarder la vie de famille du patient, sa sphère familiale, si c'est un sujet adulte, comment il faut aborder avec les enfants et le conjoint. Il faut regarder l'impact au travail, ses droits, ses devoirs, le temps partiel thérapeutique. Alors, l'activité physique, l'alimentation que je vois qui a été débattue, le bien-être. Évidemment aussi, il y a un grand point qui est la sclérose en plaques chez la femme. Vous savez qu'elle touche les femmes en âge de procréer. Donc, il faut accompagner ces malades durant toute leur vie. Alors, l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique? Elle a une définition par l'OMS qui a défini
en 98, c'est un ensemble de pratiques, hein, ce n'est pas uniquement des pratiques de soins, mais tout, des pratiques visant à permettre aux patients l'acquisition de compétences afin de pouvoir prendre en charge de manière active sa maladie, ses soins et sa surveillance en partenariat avec ses soignants. Vous avez vu, donc le centre de l'éducation thérapeutique, c'est le malade qui doit savoir tout sur cette maladie. Quand on lui annonce le diagnostic, il doit connaître son évolution, son impact, son pronostic, évidemment être prodigué. La façon, surtout, c'est une maladie chronique, donc c'est des patients qui vont devoir parfois donc il doit connaître la façon d'injecter, les secondaires, gérer les précautions à prendre. Et c'est le rôle du paramédical est très, très, très important de toute façon, quelle que soit la maladie, quel que soit le type de prise en charge. Alors, vous voyez, ça, on est tous confrontés quand on est autour du malade qui ne comprend rien. Alors, si regardez cette phrase, c'est un peu notre pratique. S'agit-il d'une rhomboencéphalite inflammatoire fortement suspecte d'un syndrome de Klippers? Il faut doser les anticorps anti-GQMB et vous voyez que c'est du chinois pour les patients, parfois même pour l'entourage paramédical, les plus jeunes peut-être et les moins expérimentés. Et le malade, face à ça, il ne comprend rien, il se dit, je vais chercher une explication, évidemment, avec Et là, ça se coupe. Professeur Nuwa, le son. C'est la connexion, elle baisse complètement. Ah, ça va. Je ne sais pas. l'Internet où on trouve des choses. C'est un concept qui était très ancien et c'est une nouvelle culture, une nouvelle culture de soins qui doit développer des enseignements faits aux patients et délivrés par des professionnels de santé qui eux-mêmes doivent être formés à la pédagogie, en particulier c'est-à-dire on va pas, c'est vrai qu'il y a la pratique courante, l'annonce du diagnostic, on le fait sans apprentissage, de façon innée. Même l'infirmier qui connaît la maladie, qui travaille dans un service de neuro, il peut discuter beaucoup avec le patient, mais il faut savoir qu'il faut avoir des principes de l'éducation thérapeutique avec des mécanismes, comment le faire, et le médecin doit être formé à l'éducation thérapeutique, mais également les paramédicaux. Alors, l'éducation thérapeutique, elle ne date pas d'aujourd'hui et vous savez qu'elle est née déjà avec surtout en diabétologie. En diabétologie, quand l'insuline a été découverte, il fallait apprendre à ces patients de s'auto-injecter l'insuline et vous savez que maintenant, c'est devenu une pratique très courante. Ça va de soi, le malade s'auto-injecte, mais maintenant, on doit calquer justement le diabète en matière d'éducation thérapeutique sur d'autres maladies, en l'occurrence la sclérose en plaques. Alors, tout passe, en fait, tout commence par le diagnostic. Et vous voyez que le diagnostic d'un patient atteint de CEP, l'annonce diagnostique est un moment crucial. Bon, le médecin va demander, les malades, il évalue, il va demander des IRM, il va faire une ponction lombaire, après il confirme sur des arguments qu'il s'agit bien d'une sclérose en plaques. Bon, c'est vrai qu'en pratique, nous, ce n'est pas l'idéal parce que ça nous arrive d'être seuls et d'annoncer le diagnostic au malade tout seul. Au meilleur des cas, il y a le psychologue à côté, comme je vois Hicham avec sa consoeur. Et puis, il va chez l'infirmier qui connaît aussi. Le malade va discuter avec l'infirmier. Il va lui dire, voilà, j'ai une sclérose en plaques. Ils peuvent discuter, nouer des relations. C'est très bien comme ça, mais ça ne doit pas se passer comme ça. L'annonce diagnostique doit comporter un ensemble d'acteurs avec le psychologue et pourquoi pas l'infirmier à côté qui va prendre en charge justement
ces patients pour expliquer justement cette maladie. Alors, autour du patient, vous voyez qu'il y a le neurologue, il y a l'ophtalmologue, il y a le généraliste, pourquoi pas, celui qui a envoyé en premier le malade et qui a besoin d'un retour, parce que les malades reviennent parfois vers leur médecin de proximité, si vous voulez, et puis tous les médecins qui peuvent prendre en charge les complications, l'urologue, le psychiatre et tout le reste. Donc, vous voyez que c'est un ensemble, c'est tous ces soignants qui doivent rentrer dans le circuit de l'éducation thérapeutique et à chaque moment, il a un rôle à jouer, notamment même le pharmacien, maintenant l'interférent, ils sont dans les pharmacies, qui peut aussi également discuter avec le malade et faire une forme d'éducation thérapeutique. Alors, l'annonce diagnostique est un moment crucial parce que c'est la vie qui s'arrête. Et puis, on a ce qu'on appelle le coping, c'est toutes ces stratégies neurocognitives qui fait qu'on peut gérer, accepter la maladie, gérer les difficultés avec cette maladie. Et nous, heureusement, étant musulmans, donc on a cette force d'acceptation. Et ceux qui acceptent la maladie et se résilient, c'est ceux-là qui vont répondre au traitement. Alors, pour les infirmiers également, en dehors du fait qu'ils doivent connaître, ils doivent manipuler les produits, les anticorps monoclonaux, les immunosuppresseurs, les corticoïdes lors des poussées, les traitements symptomatiques, etc. Ils doivent expliquer. Il faut qu'ils reconnaissent également eux-mêmes la face cachée de la sclérose en plaques. Bon, il y a des scores qu'on utilise que les infirmiers connaissent très bien, les infirmiers spécialisés en sclérose en plaques. C'est un score qui montre l'handicap essentiellement moteur, mais aussi il y a la face cachée de la maladie et ça, notre rôle justement, nous en tant que soignants proches, en tant qu'infirmiers proches, de parler de ces troubles. Il y a des troubles qui sont... il faut aller les chercher, tels que les troubles du sommeil. Le malade lui-même peut ne pas s'en plaindre. Il y a la fatigue aussi qui impacte la maladie. Il y a les troubles sexuels, la dépression, les troubles de la mémoire, de l'attention, que nous, les soignants, les infirmiers également, doivent aller rechercher et mettre à l'aise pour parler de ces symptômes qui sont parfois considérés comme tabous et cachés, mais qui peuvent impacter fortement la qualité de vie du patient. Donc, on voit que l'éducation thérapeutique constitue l'un des axes d'un plan de soins pour l'amélioration de la qualité de vie des patients, notamment les patients atteints de CEP. Et ainsi, avec l'éducation thérapeutique, le patient devient ainsi le sujet de son soin et non plus un objet de soin. Alors, l'objectif de l'ETP, de l'éducation thérapeutique du patient, on en déduit, vous le savez maintenant, sans le proclamer, qu'elle vise à aider le patient et son entourage à comprendre sa maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants, à prendre en charge son état de santé, rendre le patient plus autonome et acteur vis-à-vis de sa maladie et de son traitement. Et surtout, l'objectif principal, c'est d'améliorer chaque jour la qualité de vie, c'est-à-dire que le malade doit vivre sainement chaque jour, avoir cette sensation de bien-être, ce qui est un peu quand même difficile pour un patient atteint de maladies chroniques. Donc, à qui est destinée l'éducation thérapeutique? À tous les patients, quel que soit leur âge, quel que soit le type de la forme de la maladie, quel que soit le stade et l'évolution de leur maladie, éventuellement aussi leurs proches, même les patients qui deviennent, après 15 ans, 20 ans, qui deviennent grabataires sur une chaise roulante, ou parfois qui sont carrément alités, on doit les accompagner. Dans le cadre des soins à domicile, par exemple, l'infirmier doit aller par exemple, apprendre le sondage au malade, à lui prescrire des antidouleurs par voie, etc. Et maintenant, vous voyez qu'aussi l'hospitalisation à domicile et le soin à domicile sont en plein essor et en plein développement. Et on voit que l'éducation thérapeutique doit être adaptée à chaque patient en fonction de sa demande, de sa personnalité, de ses capacités et de sa situation générale. À quel moment l'éducation thérapeutique? Dès l'annonce du diagnostic, à tout moment de la maladie,
Mais il faut savoir choisir, adapter chaque programme en fonction du vécu de malade, son environnement, sa situation socio-professionnelle et économique. Alors, les spécificités rencontrées dans la sclérose en plaques, la préparation du premier traitement est d'autant plus importante qu'elle soit proche de l'annonce diagnostique. Ça veut dire dès qu'on a un malade qu'on diagnostique, il faut tout de suite, maintenant on le sait, que les traitements doivent être prescrits de plus en plus proches, le plus précocement possible, dès les premiers signes, dès qu'on a fait le diagnostic. Et puis, il faut, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, gérer cette dimension de stress. Et puis, on connaît, les soignants et l'infirmier aussi doivent connaître l'évolution de cette maladie et prédire et prévenir justement tous les signes. Un malade, on sait qu'un malade CEP qui commence par une névrite optique n'est pas forcément pour le moment fatigué, mais qui risque de l'être. Donc, lui expliquer sans le stresser, prévoir ses signes, donner des conseils pour les gérer, l'activité physique, la marche, le régime alimentaire. On sait que maintenant, par exemple, la lutte contre l'obésité est un des facteurs protecteurs de la sclérose en plaques ou de sa sévérité, et éviter les nutriments très salés, éviter les sucres, etc. Tout ça, on doit le conseiller au malade dès le début de sa maladie. Alors, est-ce qu'il existe un programme typique? Non, en général, mais on peut faire pour chaque patient un programme basé sur les objectifs qu'on s'est déterminés. Voilà, donc les 4 axes de l'ETP qui doivent être encadrés par des soignants. Donc, on a le bilan éducatif partagé. Donc, on peut se réunir. Il y a des réunions dans l'éducation thérapeutique par l'infirmier peut les faire seul, peut les faire seul ou accompagner d'autres acteurs. Donc, le bilan éducatif pour chaque malade, évidemment. Le deuxième temps, c'est la création avec chaque patient, son programme personnalisé selon les besoins d'apprentissage. On ne va pas aborder un sujet, par exemple, un jeune adolescent ou une jeune femme comme un homme ça dépend. Donc, ça doit être un peu personnalisé à l'ère de la médecine personnalisée. Le troisième temps, c'est la réalisation de séances collectives. Elles peuvent être collectives ou individuelles d'éducation thérapeutique, surtout pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Le quatrième temps et le dernier, c'est l'entretien d'évaluation de son programme d'éducation thérapeutique avec ce patient. Est-ce que ça a été bénéfique? D'ailleurs, les malades, après, ils se lassent pour venir. Déjà, les traitements, maintenant, on se bat pour la voie orale. Les traitements contraignants, voilà, qui obligent le patient à aller chaque mois à l'hôpital. Maintenant, on sait que même les labos pharmaceutiques ils se cassent la tête pour avoir des molécules par voie orale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend mieux. Voilà, donc retenez, donc bilan éducatif partagé, création pour chaque patient un programme personnalisé, les séances collectives sous forme d'ateliers individuels ou un groupe, grand groupe ou petit groupe. Et évidemment, à chaque fois, il faut évaluer cette activité d'éducation thérapeutique. Comment on l'évalue? Par l'évaluation de l'apprentissage. Est-ce que les malades ont bien compris? Est-ce que cette éducation thérapeutique a impacté justement la qualité de vie de ces patients dans leur travail, dans leur grossesse, les femmes qui doivent, il faut les accompagner, donc à chaque projet, à chaque vécu du patient. Évidemment, les industries pharmaceutiques doivent accompagner, des fois on a besoin de réunions en dehors de l'hôpital, etc. Mais en aucun cas, les pharmaceutiques ne doivent interférer ou avoir un œil sur les pratiques de soins, que ce soit de la part des médecins ou de la part des infirmiers. Alors, les obstacles, vous les devinez, en Algérie, on est en Algérie, il y a peu de ressources humaines et financières, donc il n'y a pas beaucoup de spécialistes, même les spécialistes infirmiers dans la sclérose en plaques, les spécialistes, vous savez que maintenant, c'est comme les médecins, ils doivent être spécialisés. L'infirmier qui s'occupe de la démence n'a pas les mêmes pratiques que celui qui s'occupe du Parkinson ou de la sclérose en plaques ou autres maladies chroniques. Donc ça manque beaucoup. Les ressources financières, évidemment.
Les travails d'équipe est très insuffisant, hein, et on voit que parfois on a une seule psychologue pour 30 lits, pour un nombre important de malades, une seule kiné pour tout un service. Il n'y a pas de réunion collégiale entre les médecins déjà ou entre médecins et infirmiers. Évidemment, les motivations sont insuffisantes. Voilà. Et vous voyez, notre rôle en tant que soignant, c'est de l'information claire et adaptée. Dans les consultations, maintenant, heureusement qu'il y a des consultations spécialisées. Et moi, je suggère à chaque fois qu'un infirmier à tour de rôle assiste aux consultations parce que les besoins diffèrent. Et évidemment, l'infirmier doit apprendre aux malades l'apprentissage des gestes techniques, hein, l'auto-injection, vérifier les effets secondaires, les corriger. Quand on s'injecte de l'interféron, on a des boules qui sortent, on a de l'allergie, on a des nodules qui font mal. Ça fait peur, hein, ça fait peur aux patients. Leur expliquer, les préparer et les gérer ensemble. Permettre l'acquisition de compétences pour le maintien de la qualité de vie par le kiné. Il doit apprendre au malade chez lui comment marcher, comment étudier, comment faire son équilibre, comment lutter contre les douleurs et la spasticité. Et puis, vous voyez un métier qui de plus en plus manque en Algérie maintenant, c'est le métier d'assistante sociale. Et voilà, le rôle primordial du psychologue, l'orthophoniste et tout le reste. Voilà, maintenant les points clés, c'est to cure and to care. Voilà, donc c'est pas uniquement soigner, mais il faut prendre en charge. La médecine, ce n'est pas uniquement des soins, donner des médicaments, mais c'est un accompagnement du malade, hein, de l'annonce diagnostique jusqu'à ce qu'on existe, que ce soit du côté du malade ou du côté du soignant. Et je peux vous donner cet article que vous pouvez consulter. Et voilà, il y a des formations d'ETP qui sont délivrées aux médecins, qui sont délivrées également aux infirmiers, qui sont délivrées aux psychologues, l'orthophoniste, dont on pourrait, ça se fait même par, c'est des diplômes hein, qu'on délivre par Zoom, etc., et qui peuvent se faire également en ligne ou en présentiel. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Nuiwa. Oui, je n'ai pas été Merci, Rafika. convaincue. On entend? Bon, on va dire s'il y a des... C'est bon, il n'y a pas de questions. Madame Safi. Oui, avec vous. Voilà, j'ai Professeur arrêté le Animac. partage. Alors, j'ai arrêté le partage. Très bien. Si vous n'avez plus de questions, si Oui, vous avez des questions, posez-vous au professeur Nuiwa. Alors, nous sommes à l'écoute. Bon, bon. faut regarder sur le chat peut-être. Il n'y a pas. Non. Il n'y a pas de nouvelles questions. C'est plus récente. Donc, il n'y a pas de questions. Je pense, Madame. Professeur, on clôture là. D'accord. Professeur Et- Hicham, Oui, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. et je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette formation, cette petite formation qui a été quand même, je pense, je ne sais pas si ça a été bénéfique pour tout le monde. C'est important que le corps paramédical, que ce soit infirmier, kinésithérapeute ou orthophoniste ou psychologue,
connaissent cette maladie qui est Alors, chronique. il faut regarder sur le chat. Je crois qu'il y a des questions sur le chat. Non? Des compliments, Non, non. merci. C'est- Non, on a Ah, ma répondu. des questions, professeur. Non, ma cache des questions. On a répondu à ça. Ok, Hayate comme ça. Merci tout le monde. Merci, professeur Nuiwas, pour cette merci. excellente présentation. Merci, Madame Louban aussi. Merci. Et merci à Professeur Hacham, au nom de Oui. la direction de la formation, je vous remercie. Je remercie Madame la psychologue, professeur Nuiwa aussi. Inch'Allah, on aura l'occasion d'organiser d'autres sessions de formation parce que je pense que le sujet il est très important, surtout le rôle du paramédical. Oui, J'insiste sur ça. Inch'Allah, on aura l'occasion d'organiser d'autres sessions de formation. Oui, soit sur la CEP ou d'autres maladies neurologiques, hein, parce que. Bi'idhnillah, je sais. D'accord, on va. Merci les participants. À la fin, je vous remercie. Inch'Allah, on aura l'occasion, Inch'Allah, pour d'autres formations. Merci à tous et à Merci. bientôt. Merci, Au Madame revoir. Safra. Merci, Hicham. Merci à vous. Merci, Au revoir. Nuiwa aussi. Merci, au revoir. Au revoir.